Bonjour à toutes et à tous et merci de nous choisir sur Niwad Info dans votre émission Sport Magazine où nous évoquons plusieurs sujets ce matin, à savoir les représentants africains qui connaissent désormais leurs adversaires après le tirage au sort de la Coupe du Monde 2026. Quelles sont les chances pour ces pays africains et quels seront leurs défis dans ce nouveau format du mondial? On va parler également de la Premier League pour évoquer la situation d'Arsenal au sommet après leur défaite ce week-end et puis évoquer aussi le choc au sommet en Ligue des Champions entre le Real Madrid et Manchester City. Et on va terminer avec l'interview dévastatrice de Mohamed Salah qui est contre l'idée de l'entraîneur Arne Slot pour le mettre au banc parce qu'il vient de faire 3 matchs successifs en tant que remplaçant. Et pour évoquer ces sujets, Dieudonné Amédédi, Dieudonné, notre consultant maison, un plaisir de vous avoir, Dieudonné. Un plaisir de partager toujours le plateau, d'être invité. Et donc voilà, après on va dire une petite blessure, on revient et on retrouve sa place de titulaire. Bien sûr. Alors Roméo Mileko, notre confrère journaliste et consultant également dans cette émission, un plaisir de vous avoir, Roméo. Oui, plaisir partagé. Tant mieux pour la titularisation, mais le brassage, je l'ai gardé. Alors on va terminer avec Elom Nayo. Elom, notre consultant également. Elom, un plaisir de vous avoir. Il y a un plaisir d'être là également, Helmut. Voilà, moi je suis qu'un simple joueur qui fait un très bon job. Voilà. Alors, on va donc commencer avec les groupes de la Coupe du Monde 2026. Le tirage au sort a eu lieu le week-end dernier. Donc les pays africains, les 9 qui sont déjà assurés, qui sont déjà qualifiés et qui savent donc leurs adversaires. Quand on va commencer par exemple par le groupe A, où vous avez le Mexique, l'Afrique du Sud, la Corée du Sud, et puis le vainqueur du barrage européen. Et donc l'Afrique du Sud connaît déjà au moins 2 adversaires, c'est-à-dire le Mexique et la Corée du Sud. Et si on commence avec l'Afrique du Sud, alors voilà, là à l'écran, vous avez aussi le groupe C, où il y a le Brésil, le Maroc, Haïti et puis l'Écosse. Le groupe E, avec le groupe de la Côte d'Ivoire, où il y a l'Allemagne, Curaçao, et puis l'Équateur. Ensuite, vous avez le groupe de la Tunisie, qui est le groupe F, qui est avec les Pays-Bas, le Japon, et puis le vainqueur des playoffs du groupe B, voilà. Et puis vous avez le groupe de l'Égypte, voilà, qui est également avec la Belgique, l'Iran et la Nouvelle-Zélande. Ensuite, on a également 2 groupes où se retrouvent les Africains. Vous avez par exemple le groupe du Ghana, le groupe L, où il y a l'Angleterre, la Croatie et puis le Panama. Vous avez aussi le groupe de l'Algérie. Voilà, le groupe J, où il y a l'Argentine, le vainqueur des barrages issus des playoffs, voilà. Et puis l'Autriche. Vous avez aussi le groupe du Sénégal avec la France, la Norvège, et puis un qualifié des barrages. Et puis voilà, je pense que c'est tout, on a fait le tour, voilà. 9 qualifiés, et puis on n'oublie pas la RDC qui est toujours en course pour pouvoir disputer les barrages et qui pourrait être le 10e pays africain. Alors déjà, les groupes présentés, première question, je m'aurais commencé par vous, Roméo. Quelles sont les chances des pays africains? Quel groupe est le plus relevé pour vous, peut-être pour les pays africains? Et quel défi les attend? Je dirais quand même que des chances, oui, il y en a qui peuvent se frapper la poitrine et se dire qu'ils peuvent faire quelque chose, parce que quand je prends quand même le groupe avec la Côte d'Ivoire qui se retrouve avec Curaçao, je ne sais pas comment on appelle même le pays, Curaçao, et puis l'Équateur. Je dirais quand même que la Côte d'Ivoire aura pleinement joué sa chance. Pour la Côte d'Ivoire pourrait sortir. À part peut-être l'Allemagne qui peut poser des problèmes, qui peut être difficile à manier. L'Équateur aussi qui est une équipe sud-américaine. On connaît la philosophie des équipes sud-américaines. Ça peut être un peu solide, ça cogne beaucoup. Mais la Côte d'Ivoire peut s'en sortir. Oui, c'est un peu les Ivoiriens que je vois mieux à faire avantager par si on peut le dire aujourd'hui, par ce tirage-là. Mais après, les autres, ils auront fort à faire, surtout quand on prend ce match entre l'Algérie et l'Argentine. Moi, j'attends vivement ce match-là. Ouais. Et puis l'Égypte aussi, qui aura joué une équipe de la Belgique qui commence par se retrouver, les Diables Rouges qui commencent par renaître de leur centre. Oui, moi, mes premières impressions, c'est que les Africains auront beaucoup
d'efforts à fournir, mais ça va passer quand même pour certains qu'on a déjà envie de voir dans cette continuité-là, comme le Maroc. Oui, j'estime quand même qu'ils auront leur chance pour défendre le niveau. Dans un groupe avec le Brésil. Le Brésil, oui. À part le Brésil, ça peut être un peu jouable quand même pour les Lions de l'Atlas. Alors, je voudrais rebondir sur vous, Dieudonné. Oui, je pense également que certaines équipes africaines peuvent tirer leur épingle du jeu. Quand je vois l'Afrique du Sud qui revient quand même de très loin sur le plan mondial, elle bénéficie quand même d'une poule assez abordable. On va le dire, il n'y a pas trop d'équipes nantis à ce niveau. Maintenant, le Maroc également, je pense qu'il peut se passer quelque chose. Parce que le Brésil n'est plus le Brésil qu'on connaît, même si avec Ancelotti, ça essaie de revenir. Il y a un peu de mieux, mais il reste encore. Le plus difficile pour les pays africains, je pense que ça doit être l'identité de jeu. Parce que souvent, on a tendance à copier le jeu européen. Il faut avoir son identité personnelle. Alors, est-ce qu'il y a un jeu européen? Oui, il y a un jeu à l'européenne où on essaie d'ouvrir un peu, jouer par tiki-taka quand même, mais un jeu léché... Parfois, c'est assez difficile, parce que quand vous n'avez pas les éléments techniques et les étoiles qui s'alignent aussi par moment, c'est un peu difficile. On a vu avec l'Argentine comment on met de la grinta, on met de la provocation, après on alterne avec du jeu assez léché et pour surprendre l'adversaire, et ça a marché. Donc la difficulté serait quand même à ce moment, et il ne faut pas oublier aussi qu'on est en fin de saison, il faut énormément prier pour avoir assez de joueurs pas frais, pas totalement frais, mais quand même au niveau, et puis épargnés par les blessures, parce que ça va jouer énormément, puisque la saison est très chargée. Mais je crains aussi fort pour le Ghana, avec cette poule Croatie, ça sera difficile, ça sera vraiment difficile. Mais il y a quand même de l'espoir pour plusieurs pays africains. Alors, et l'homme, vous, alors? Oui, mais en tout cas, je pense que les amis ont dit beaucoup de choses. Après, il y a une chose qui facilitera un peu plus les choses pour les Africains, c'est que désormais, il y a également les 16e de finale, en fait. Donc, 8 des 3 meilleurs troisièmes seront qualifiés sur 12. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas fait trop d'efforts. Ça veut dire que, si on prend, par exemple, une formation comme le Maroc, il suffit que vous battez Haïti. Si vous négociez un match nul face à l'école, même sans négocier un match nul, avec 3 points, c'est plus facile en fait de se hisser au tout prochain. Donc ça déjà, je pense que ça va permettre à beaucoup de nations africaines. Oui, mais déjà quand vous vous projetez dans ce calcul et vous mettez peut-être 3 buts et vous prenez 2 derrière, ça anéantit vos chances. Donc je pense quand même que dans une poule comme vous parliez, la poule du Maroc par exemple, Haïti et Écosse, ce n'est pas négociable, c'est 6 points. Il faut gagner. Si on a l'ambition, si on est déjà demi-finaliste, si on est déjà demi-finaliste, on doit se projeter tout de suite dans les matchs là comme ça. C'est juste un exemple. Le Maroc ne peut pas faire demi-finale lors du prochain et viser que gagner à gagner quoi. Mais sauf que oui, ce que dit Romeu, c'est vrai, mais sauf que dans ce contexte, on aura beaucoup d'équipes qui vont se retrouver là-dedans, en fait. Beaucoup vont marquer, encaisser. Donc, moi, je pense que quoi qu'on en dise aujourd'hui, c'est beaucoup plus abordable pour beaucoup d'Africains pour aller au tout prochain. Après, dans les groupes, c'est un peu, ça serait un peu piégeux pour le Sénégal parce que oui, on voit que la France, mais la Norvège, nous l'oublions pas. N'oublions pas ce que peut faire la Norvège avec son armada offensive. Quand on prend aujourd'hui, Dieudonné vient de le dire, le Ghana, oui, c'est vrai, la Croatie, c'est un peu l'association des vieux, mais qui peuvent être des vieux démons parfois, en fait. C'est sur les 3 dernières éditions ou bien les Justement, ils ont fait finale, ils ont fait demi-finale, sauf que ça fait 8 ans, 4 ans, ils ont 4 ans de plus, en fait. Donc, ils ont pris un page sur 90 minutes. On voit que ça peine un peu au niveau de la Croatie, mais ça reste toujours une Coupe du Monde. En global, je pense qu'à part le Cap-Vert, qui se met là un coup la corde au cou dans le groupe de l'Espagne et de l'Uruguay. Je pense que pour les autres, ça peut passer en fait. Même si le Congo également qui va se retrouver, s'il se qualifiait dans le groupe du Portugal, l'Ouzbékistan, la Colombie. Je pense que c'est faisable en fait. C'est faisable. Là-bas aussi, ça doit le faire. Mais toujours est-il que ce format, est-ce qu'on n'a pas l'impression que les équipes
on ne tombe pas forcément sur deux grandes équipes d'affilée. Est-ce que ça ne donne pas plus de chances aux équipes africaines de pouvoir atteindre le tour suivant? Oui, c'est le gros défi au début. Oui. Oui, c'est une chance. C'est une chance. Bon, après tout, tel que vous le dites, je ne pense pas que ça va être une chance pour les petites équipes aussi, comme les Haïti, qui vont jouer deux gros de suite. Ouais, moi je parle des pays africains par exemple. Vous voyez le Maroc. Haïti va jouer même 3 gros. L'Écosse, c'est pas aussi. Haïti et puis l'Écosse, eux, c'est les petits poussins. Oui, d'accord. C'est une formule qui avantage l'un et qui condamne l'autre. Donc, oui, les équipes africaines peuvent quand même se frotter les mains et se dire quand même que c'est une chance. C'est en cela que je ne rejoignais pas l'idée de l'homme qui tout de suite pense au calcul, à savoir jongler. Parce que si déjà vous vous mettez ça en tête, que vous vous dites que Haïti peut vous contraindre par exemple à un match nul, c'est déjà 2 points de perdu. Donc oui, les équipes africaines devaient avancer avec l'idée d'aller gagner les 3 points. Et au pire des cas, arracher les nuls, mais pas face à des équipes qui, entre griffes, qu'on peut qualifier d'équipes, de petites équipes, quoi. Alors, un dernier mot avant qu'on ne passe ce sujet. Ouais, mais le problème, c'est qu'on parle pour l'instant sur papier. Et sur papier, c'est ce qui est faisable qu'on dit en fait. Ouais. Les réalités du terrain restent les mêmes. On a vu des surprises à la Coupe du Monde. Même le Maroc dont on parle aujourd'hui, personne ne s'attendait à ce qu'ils ont réalisé lors de la dernière édition. Donc, les surprises peuvent toujours en faire partie de ces compétitions. Maintenant, oui, les Africains, comme vient de le dire Roméo, c'est pas à cause de ça, ils vont se dire, bon, quand on joue le Brésil, on peut laisser passer, parce que non, ils doivent aborder chaque rencontre comme une finale. Dès l'entrée, ils doivent essayer d'aller plus loin, en fait. Après, les 16e, c'est rien, hein. Bon, il n'y a pas grand-chose, en fait. Bah oui. Alors, on va aborder le deuxième sujet qui nous intéresse dans cette émission, évoquer la Premier League, le championnat le week-end. Arsenal, les Gunners qui sont toujours au sommet de la Premier League, ils ont perdu 2 buts à 1. Voilà, c'était face à Aston Villa de Emery. Et donc, ils étaient menés à la pause, 1-0. Au retour, ils ont réussi à pouvoir égaliser. Et dans les derniers instants, patatras, défaite. Et ça fait 3 points de ratés, voilà, et puis Manchester City qui gagne de l'autre côté et qui se rapproche, ils sont maintenant à les Citizens. Oui, à 3 points derrière, donc est-ce que ça sent les problèmes en côté Gunners? Les problèmes, non, je ne crois pas. Les problèmes, non, sauf que moi je pense que c'est une équipe qui a perdu un peu de sa solidité. Que ce soit en milieu de terrain et en défense, parce que je pensais quand même que Zubimendi allait apporter l'équilibre là, cette solidité là en milieu de terrain, comme on l'avait vu avec Declan Rice la saison dernière, parce que quand même Odegaard était régulier, et puis il y avait aussi l'autre Merino et tout ça là qui jonglait et tout. Donc cette fois Arsenal a perdu de cette solidité là en milieu de terrain. Ça va très très vite. Et puis derrière également cette absence qui est maintenant un peu plus régulière de la part du Brésilien Gabriel Magalhães. Et puis parce que la paire avec Saliba a très bien marché. Jusqu'à ce que Arsenal ne perde le championnat dans les derniers instants. Donc, c'est un peu dire que ça ne sent pas encore un problème, certes. Mais je pense que les Gunners se mettent dans une situation moins confortable qu'avant. Et ça commence par poser des petits problèmes. Et Arteta doit tout de suite réagir pour inverser la tendance. Sinon, ça arrive un peu trop vite. Très souvent, Arsenal nous a habitués à perdre le titre dans les derniers instants. Mais là, si ça commence à ce moment, c'est que on peut prendre le pire. Il veut juste enlever les justes. On s'interroge sur le fait que Arsenal puisse maintenir, sinon garder la tête du championnat jusqu'à l'hiver. Arsenal, jusqu'à la fin de l'hiver, je veux dire. Oui, Arsenal est en train de donner raison à tous ceux qui mettaient comme un éléphant sur une branche d'arbre. Ça finit par se casser normalement. Un bois bien sec. Bon, on avait déjà aussi évoqué ce sujet. Arsenal, c'est vrai, il faut colmater des brèches quand il y a des absents, quand il y a un tandem qui subit une blessure ou une cassure. Mais on voit que c'est quelque part un peu psychologique. On sent que ça tremble. On se demande si on va pouvoir résister encore. On se pose la question, encore cette année, encore cette saison. Voilà, c'est là le côté mental que
Arteta doit travailler. Parfois même on a l'impression qu'Arteta lui-même, il a un peu peur, il est un peu dans les nuages. Ah bon, vous pensez? Moi, Oui, parfois quand vous le regardez sur le banc où Arsenal est en difficulté, où Arsenal encaisse. Quoi, vous voulez qu'il joue à la Pep Guardiola? Non, scénario, non, pas qu'il fasse du cinéma à la Simeone ou à la Guardiola, non. Mais quand même que, voilà, il anticipe sur certaines choses, qu'avec son staff, il puisse reconnaître leurs failles, que ce soit mental ou bien à un moment donné dans l'entrejeu, et qu'ils arrivent quand même à devancer tout ça. C'est là où ça pêche, au fait. On ne les sent pas maîtres du moment. Une équipe peut perdre, mais on ne les sent pas maîtres de leur situation. On le voit dans le jeu, ils dominent par moment, et après, même quand ils marquent, tu l'avais déjà évoqué, même quand ils marquent, après, voilà, ils se perdent un peu, et ils relancent ainsi l'adversaire. Donc voilà, c'est un peu aussi une question de gestion des temps faibles. Exactement. Arsenal aujourd'hui, la façon dont c'était fait la saison dernière, ce n'est plus la même chose, ce n'est pas une coordination. Pourtant, c'est l'un des clubs cette saison qui s'est mieux renforcé, avec l'arrivée d'Incapié, Zubimendi, Gyökeres et Berechi Eze. C'est un peu difficile de comprendre la situation dans laquelle se retrouve Arsenal aujourd'hui, mais c'est très facile si on sait que c'est un club qui n'a toujours pas l'habitude de finir les saisons comme l'entame. Ce joueur, c'était lié de Chelsea. Madueke. C'est incroyable. On a l'impression qu'ils ont l'une des meilleures équipes que Arteta ait jamais eu depuis qu'il soit sur le banc des Gunners. Et c'est justement ce qui inquiète par rapport à leurs prestations. On a Bukayo Saka aujourd'hui beaucoup plus confiant que jamais. Vous avez Merino. Vous avez aujourd'hui Calafiori et tout le monde qui peut aujourd'hui marquer, même d'ailleurs. Et c'est incroyablement cette équipe même la jeunesse, Nwaneri. Effectivement. Ils ont tout. Les Joe Timber, ils sont très jeunes. Et qu'on arrive encore à ajouter, on s'interroge sur. Je pense que Romain avait évoqué la défense entre-temps. Après, offensivement, ils ont un effectif très bien fourni. Même l'autre fois, sur le banc, on venait de parler de Madueke, il était sur le banc. Quand aujourd'hui Arsenal peut se permettre, ou peut s'offrir le luxe de mettre un joueur comme Gyökeres sur le banc, au profit de Merino, ça veut dire que devant, ils en ont. Martinelli, par exemple, était au banc. Mais c'est là. Ils ont recruté, ils ont renforcé l'offensive, mais défensivement, je pense pas que le boulot a été vraiment fait. Et là, je sais pas, le coach Arteta a beaucoup plus compliqué les choses, en fait. Vous n'avez pas déjà Gabriel Magalhaes, vous n'avez pas Saliba. Mais au moins laisser Timber dans son truc, quoi, dans ce qu'il sait bien faire. Sur le côté, il dévore tout, en fait. Le mec latéral droit, il a un élément fort, un piston fort, il a cette complémentarité avec Saka, qui ne dit pas vraiment son nom, qui est assez fort. Mais là, il a pris cette place à cause de la blessure de Ben White. Ben White est revenu, donc Ben White est revenu, et donc là, tu le décales dans l'as, Ben White également. Donc je pense que, après, ils ne sont pas aussi tombés face à une équipe de pacotille, quoi, ou une équipe cacahuète, quoi. Ouais, c'est Aston Villa également qui est sur une bonne dynamique depuis un certain moment. Alors, on va observer la pause. On revient tout à l'heure, on va sur Ensemble le journal. On revient pour évoquer le choc au sommet de la Ligue des Champions cette semaine entre le Real Madrid et Manchester City, et puis évoquer l'interview dévastatrice, incendiaire de Mohamed Salah à Liverpool.